StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par StoreData. Épisode 7, le stockage peut-il être éco-responsable ? Bonjour à tous les deux et bienvenue dans StoreTalk, le podcast de StoreData. Alors, autour de moi, toujours Patrick Dufour, directeur stratégie et alliance chez StoreData. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Et puis Philippe Charpentier, directeur technique chez NetApp pour la France. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Philippe, est-ce que tu peux nous résumer en 2-3 mots ce que tu fais en tant que directeur technique pour NetApp et qu'est-ce que NetApp ? D'accord. Alors moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer que les offres techniques qui sortent chez nos clients sont des offres qui fonctionnent. Ouais. J'ai la responsabilité d'une équipe d'architectes qui va délivrer un certain nombre de solutions. Puis je suis notamment un point de contact pour tous les problèmes, bien sûr. Donc voilà, dès qu'il y a des problèmes techniques, souvent ça passe par moi. Ouais, c'est moi. C'est toi qu'on toque. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet de plus en plus prééminent dans toutes les entreprises, puisque nous allons voir comment réduire l'empreinte énergétique de ces données. Alors il faut savoir que chaque année, la quantité de données se démultiplie pour aller vers un yottabyte de nouvelles données produites chaque année en 2030. Avant d'aller plus loin, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses nous dire, Philippe, qu'est-ce qu'un yottabyte ? Oui, alors c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup. Alors dans les faits, un yottabyte, c'est 1000 milliards de terabytes. Alors ça ne parle pas beaucoup plus. C'est un peu comme quand on gagne au loto, on ne se rend pas compte des montants. Ça m'est jamais arrivé, mais bon, qui sait. Donc moi j'aime bien comparer à des choses qu'on utilise tous les jours. Quand on compare par exemple à des smartphones, un smartphone aujourd'hui ça fait 256 gigas. Bon, un yottabyte, ça voudrait dire que chaque personne sur Terre, sur les 8 milliards de personnes, depuis le nouveau-né jusqu'au vieillard, possède 500 smartphones de 256 gigas et qui sont tous pleins. Et ça, c'est la donnée qui est produite en une seule année. Donc, c'est tout de suite, ça met tout de suite en perspective la quantité de données. Hein. Bon, on voit bien, en plus de ça, les entreprises ont des préoccupations environnementales de plus en plus exigeantes. Et ces données sont particulièrement énergivores. Tu viens de l'évoquer, Philippe. Toi, Patrick, qui a une bonne vision aussi sur les clients de StoreData, est-ce que tu vois une évolution qui s'accélère vers cette dynamique ? Oui, dans toutes les consultations aujourd'hui, on nous demande de proposer des solutions qui permettent de réduire la facture énergétique, la place consommée, la chaleur dégagée, qui permet en plus d'avoir la meilleure des performances. Ben ouais. C'est l'équation auquel on doit répondre. Philippe, tu es challengé aussi là-dessus ? Systématiquement, oui. Il n'y a pas une discussion, il n'y a pas un appel d'offres qui arrive sans qu'on adresse ces sujets. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement challengé sur notre offre ou nos produits, mais également en tant que société. Est-ce que nous aussi, on prend des initiatives pour avoir un impact positif sur la planète ? Patrick, chez StoreData, c'est la même chose ? Tu es aussi mesuré ? Absolument. On a des indicateurs à produire pour déterminer notre conformité aux chartes RSE, notamment à travers différents indicateurs. Bon. On parle de solutions quand même pour aider le client à réduire son empreinte environnementale et aussi réduire sa facture énergétique. On parle de FinOps. Tu nous as parlé de FinOps tout à l'heure en préparant cet entretien. D'optimisation financière. Qu'est-ce que c'est le FinOps ? Donc c'est effectivement une manière de réduire la facture en dollars, en euros, en ce qu'on veut. En monnaie, voilà. Souvent, on va associer ça à de la réduction de coûts et donc souvent, on va associer ça à de la réduction potentiellement de matériel, réduction de consommation de manière générale et à de la consolidation de ressources. Et donc, tous ces actes ont des effets bénéfiques finalement sur l'empreinte carbone puisqu'on va réduire le nombre de matériel, on va optimiser au maximum parce que la réduction de la facture, elle couvre non seulement l'acquisition de matériel, mais aussi potentiellement tout ce qui tourne autour de son utilisation opérationnelle jour le jour, sa consommation d'électricité, les éléments opérationnels qui vont être associés et complètement liés. Et donc forcément, c'est réduire sa facture énergétique, quoi. C'est un élément concurrentiel fort, ça, chez NetApp, justement, de pouvoir agir sur ces axes-là et par conséquent, de gagner des parts de marché. Ah oui, c'est un axe extrêmement fort. Ça fait 1 an et demi maintenant que NetApp a investi énormément sur ce secteur, avec notamment pas mal d'acquisitions. Les dernières acquisitions en date de NetApp, c'est Spot il y a 1 an et demi, CloudCheckr il y a un peu moins d'1 an, Data Mechanics, qui est une petite structure française qui a une dizaine de personnes, qui est également focalisée sur la réduction des coûts et du coup sur la réduction de la consommation. Donc oui, c'est un axe extrêmement fort et sur lequel on se développe énormément en ce moment. Oui. Du coup, Patrick, cette mouvance FinOps, est-ce que StoreData s'inscrit aussi dans cette démarche-là ? Oui, on a une entité conseil qui travaille sur accompagner le client sur une démarche Move to Cloud, en tout ou partie en tout cas, et on utilise pour ça un certain nombre d'outils chez NetApp. Qui sont outils ? Je parlais de CloudCheckr tout à l'heure. CloudCheckr, c'est parfait pour ça parce que ça permet de faire des audits en termes de conformité, en termes de sécurité chez les cloud providers. Donc ça permet à des intégrateurs de développer finalement un savoir-faire en termes d'audit, puis après en termes de rémédiation pour s'assurer que ce qui est mis en place sur les cloud providers est finalement quelque chose qui est sécurisé et qui est conforme aux meilleures pratiques. Très clair.
Alors, on parle aussi de data tiering, de stockage performant. Patrick, là encore, qu'est-ce que c'est tous ces éléments-là ? L'idée, c'est de placer la donnée au bon endroit en fonction de ton usage. C'était dans l'intitulé du La podcast bonne donnée au d'aujourd'hui. bon endroit. La bonne donnée au bon endroit. Important, effectivement, c'est que pour les données critiques qui sont utilisées de façon très intense par le client, et il faut qu'elle soit proche de lui, donc plutôt dans le data center, mais qu'on puisse aussi décharger toutes les données qui ne sont pas utiles en permanence, qui ne sont pas actives, voire qui sont dormantes, et les pousser vers du stockage moins coûteux, qui peut être ailleurs, et donc diminuer là aussi l'impact environnemental de l'informatique. Donc là encore, consommation électrique plutôt favorable. Philippe, quand on parle de data tiering, oui, donc déjà Stordata a une expertise sur nos technologies et donc connaît parfaitement les sujets, mais il y a un chiffre que j'aime bien mettre en avant, c'est 68%. 68%, c'est la quantité de données qui sont créées et qui ne sont jamais réutilisées. Donc, c'est plus de 2 tiers des données. Et donc, il y a tout à fait sens à optimiser l'utilisation de ces données, ou en tout cas à les héberger sur des stockages moins performants et à les mettre sur finalement des composants qui sont moins consommateurs ou moins chers, et du coup de libérer finalement de l'espace pour s'assurer que les workloads les plus demandeurs puissent avoir accès à la performance dont ils ont besoin. Mais quelque part, c'est aussi pour certaines données les nettoyer complètement. Et j'imagine que c'est aussi quelque part dépolluer un petit peu le fait de nettoyer. C'est ça l'état d'esprit, c'est conserver des choses, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, et puis nettoyer des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est le gros problème. Aujourd'hui, donc nous, on a beau fournir tous les outils, la donnée, elle est là, et je pense que le premier problème, c'est que la plupart des clients, ils savent pas ce qu'ils ont. Ils ont des données partout, et il n'y a pas forcément une gouvernance très stricte sur qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs données. C'est-à-dire que leurs données, elles restent, et elles doivent être backupées, elles doivent être répliquées, et finalement, elles ne disparaissent jamais ou très peu souvent. Alors, il y a des cas particuliers, typiquement RGPD ou autres, où finalement, il y a certaines données qui ont des contraintes légales qui vont être très bien traitées, mais tout le reste, les data lakes, toutes les données qu'on peut imaginer, vont se retrouver finalement stockées et hébergées avec un certain nombre d'outils du coup qu'on va pouvoir nous mettre en avant en étape pour essayer d'aider le client à filtrer ses données. Patrick, face à cette situation où finalement on a de la donnée qui peut servir à rien parfois, comment Stordata interagit avec ses clients ? On dialogue avec le client pour essayer d'établir une classification des données, ce qui n'est pas toujours simple. Comme disait on ne Philippe, sait jamais, celle-ci elle peut toujours servir. Voilà. C'est ça aussi. On a un peu le même état d'esprit que dans la police. Il y a des pièces à conviction qui avaient été collectées il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on ne savait pas quoi en faire, mais on les a gardées, et aujourd'hui on sait faire parler ces pièces à conviction parce qu'on va analyser mieux l'ADN qu'on savait faire à l'époque, et aujourd'hui elles parlent. Pour l'informatique, c'est pareil. Il y a des données dont on ne sait pas aujourd'hui les utiliser mieux que ça, mais on se dit que peut-être un jour on aura les bons outils, les bons algorithmes. Donc les clients les gardent. On a toute une population de nouveaux profils informatiques qui existent aujourd'hui, qui s'appellent les CDO, les Chief Data Officers, qui sont justement des gens dont ils ont la charge de trouver de la valeur à ces données-là. Donc, ils sont en train de développer des nouvelles technologies. Donc, la plupart de nos clients les conservent. Mais comme ils ne s'en servent pas, on essaye de les convaincre, de les pousser vers du stockage plus capacitif, moins coûteux, moins performant, mais pour les garder sur une longue durée, quoi. Après, il y a différents outils qui existent quand même, par exemple, pour nettoyer tout ce qui est données personnelles, qui potentiellement n'a rien à faire dans l'environnement de l'entreprise, des mécanismes pour filtrer ces données et potentiellement avoir des actions dessus. Pareil pour toutes les données qui sont dupliquées après sur différents médias, les centraliser, s'assurer que finalement tout ce qui est dupliqué, on n'a pas besoin de conserver 15 fois la même donnée, ou encore des mécanismes pour tout ce qui est données personnelles, au sens RGPD du terme, c'est-à-dire que s'il y a des numéros de série, des numéros de carte bleue, des numéros de sécurité sociale, il y a beaucoup d'outils qui permettent donc de filtrer ces données, et notamment de les étiqueter comme étant sensibles. Voilà. C'est ça, il y a la donnée sensible, j'imagine, qui dans certains secteurs d'activité sont essentiels à nettoyer, à stocker, à archiver, pour certaines à complètement oublier, quoi. Tout à fait. Patrick et Philippe, merci. C'est très clair, l'histoire effectivement de la police avec les cold cases quelque part. On parle aussi d'empreinte carbone. On a tous une empreinte carbone, et dans l'informatique, j'imagine que c'est aussi conséquent. 2-3 mots là-dessus, Philippe, sur l'empreinte carbone ? Oui, tout à l'heure, je parlais de la donnée froide, ces fameux 68% qui sont jamais réutilisés. Si on compare ça avec un secteur assez connu qui est le secteur aéronautique, l'empreinte carbone de ces données froides équivaut à la totalité du secteur aéronautique, donc avions et constructeurs, etc., tout confondu. Juste considérable, quoi. Ouais, c'est vraiment énorme. Après, comme autre chiffre aussi, on peut dire que quand on regarde les data centers, aujourd'hui, ils représentent très peu finalement d'électricité mondiale qui est consommée. On parle de moins de 1%. Mais ce qui est important de regarder, c'est les perspectives.
Et notamment, d'ici 2030, on va parler de 8% de l'électricité mondiale qui serait consommée exclusivement par les data centers. Alors, en France, on a la chance, la plupart de notre électricité est nucléaire, donc c'est 70%, bon voilà, très bien. Mais si on prend des pays comme les États-Unis, 60% de l'électricité, elle provient de sources de carbone. Donc l'impact est massif. Donc il y a une vision à avoir par rapport effectivement à la gestion de la consommation d'énergie pour finalement le monde de l'informatique au sens large, quoi. Patrick, si une entreprise ne s'adapte pas face à ces enjeux qui sont stratégiques, en fait, qu'est-ce qu'elle risque, cette entreprise ? Ne pas entamer la décarbonation au niveau informatique, c'est avoir des coûts qui augmentent, puisque l'électricité coûte de plus en plus cher. C'est avoir des coûts d'hébergement qui sont de plus en plus importants aussi. Et c'est donner une image de pollueur, d'une certaine façon, vis-à-vis des clients, des partenaires, des fournisseurs. Et des collaborateurs. Et des collaborateurs qui font très attention à ça maintenant. Totalement. Philippe, toi, en termes de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais apporter à cela ? Pour aller dans le sens de Patrick, effectivement, ce qu'on voit, c'est que maintenant, la plupart des clients, ils sont hébergés à l'extérieur. Et ça va dans le sens de l'histoire, parce que si on regarde, encore une fois, pour prendre 2-3 chiffres, il y a une notion d'efficacité électrique dans les data centers qui s'appelle le PUE. Typiquement, un client qui ne fait pas d'effort, il va avoir un PUE de l'ordre de 1,8, 1,9, 2. Ça veut dire que quand on a un PUE de 2, ça veut dire qu'on consomme le double d'électricité que consommeraient les composants un par un sans optimisation. Alors que s'il héberge chez un tiers, ou chez un cloud provider, ou il va retrouver chez quelqu'un qui est donc un professionnel, qui ne fait que ça, des optimisations qui font qu'il va y avoir des PUE de l'ordre de 1,1, 1,2 au maximum, et donc une consommation électrique moindre. Ce que tu veux dire par là, c'est que tu consommes à la juste mesure des besoins que tu as, quoi. C'est ça ? Oui, mais surtout que c'est optimisé, c'est-à-dire que c'est un métier. C'est un métier, oui, c'est un métier qui te permet d'optimiser tout cela. Très bien, c'est très clair. Je crois avoir bien cerné en tout cas tous les enjeux finalement de l'IT Green, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Je vous remercie pour cet épisode et je vous dis à très bientôt sur Store Talk, le podcast de Store Data. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de décarbonation, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.storedata.fr. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au défi de l'hybridation cloud avec notre partenaire Cisco.